Et c'est l'ATG Express, déjà le numéro 3. Salut Ludmi. Salut. Salut Post-Carbone. Salut. Il est venu dans notre ATG Express. Tout à fait. Mais c'est normal parce qu'on a un sujet exceptionnel aujourd'hui. Et Nico et Lord ton père regrettent de travailler. Voilà. de ne pas pouvoir venir. Ça dit que je fous rien. Non, c'est pas ça, c'est que tu as pu aménager ton emploi du temps, alors que Nico et Lord ton père n'ont pas pu. Et on reçoit Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Qui est un auditeur de longue date de l'ATG, peut-être du Quadratour même à l'origine. Non, l'ATG, très bien. Le Quadratour, c'est tellement vieux maintenant. Je connais pas la rubrique de l'Apocalypse. Bon, non, mais c'est pas grave. Ça va pouvoir se rattraper. Ouais, exactement. Ou et pas. donc, Non, Olivier m'a proposé déjà depuis un moment, et c'est pas facile parce que Olivier habite loin, de venir nous parler cardiologie, car tu es cardiologue. Tout à fait. Tu es médecin. Oui. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi parler cardiologie, médecine dans l'ATG? C'est technique, bien sûr. Il y a plein de trucs à raconter, puis ça bouge beaucoup, le numérique, les robots, il y a plein de choses, quoi. Oui, voilà, on est trois totalement pendus à tes lèvres. On va boire tes paroles. Boire tes paroles pour que tu nous parles de... Surtout que c'est pas n'importe quel cardiologue, c'est avec une petite lien avec la technologie. Exactement, je crois. alors évidemment ce qu'on avait envie de faire dans l'ATG, c'était aussi avoir une approche sur une vision un peu futuriste de tout ça. Un peu technologique. Un peu technologique, parce qu'en plus je crois que tu aimes la science-fiction, tu aimes les mêmes choses que nous en fait, t'es un geek comme nous de la même époque. Si j'écoute l'ATG, c'est bien parce que ça m'intéresse. Donc Herbie nous salue aussi, il n'a pas pu venir parce que Herbie, non seulement il travaille, mais en plus il prépare son déménagement vers une région que tu connais bien, puisqu'il part vers le sud aussi. Capitale des Gaules. C'est ça, et donc bientôt nous n'aurons plus très souvent Herbie, j'espère qu'il m'enregistrera des chroniques SF à distance pour qu'on puisse quand même les passer lors des ATG. Je suis en train d'organiser ça. Ouais. Et puis évidemment, Ludmi, il y a le Tipeee qui grimpe, qui devient énorme. Non, on l'a pas publié encore, mais ça va pas tarder. Je pense qu'au moment où nous publierons cet épisode, il sera en état. Parce que j'y ai travaillé encore ce matin. Oui, tout à fait. Je peux témoigner. Bon, allez, on arrête de blablater, on passe au cœur de l'émission. Si je puis dire. Si on peut dire. Et avant d'en parler, j'ai envie de te faire écouter un truc qui me fait beaucoup rire et ça introduira cette émission. C'est important ça. Un jour, les soins médicaux nous seront prodigués par des machines automatiques. Ça va nous éviter les problèmes qu'on a tout le temps avec les docteurs. Bonjour, le logiciel est parti jouer au golf. Veuillez prendre rendez-vous, on vous rappelle dans 6 mois. Veuillez insérer votre carte. Bon, d'accord, la carte. Quel endroit faut-il soigner? Rectum. Veuillez prononcer clairement. Rectum. Votre réponse est inaudible. Rectum. Tiens, t'as vu Didier, un distributeur médical? Je me demande si ça fonctionne ce truc-là. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Ces appareils entendront votre voix, mais vous devrez parler clairement. Bon, faut pas que je me gourre. Attends, virus, non, douleur musculaire, voilà. Quelle est la nature de votre virus? Voyons... Si vous avez dit oreillon, faites oui. Oh la vache, bordel. Si vous avez dit la vache folle, faites oui. Bon, c'est fini, ça. Si vous avez dit syphilis, faites oui. On dirait qu'elle se paie ma gueule. Si vous avez dit grippe espagnole, faites oui. Quel enfer. Si vous avez dit cancer, faites oui. Oh, je me casse, c'est trop terrible. Si vous avez dit gastro-entérite, Ça faites mène à oui. rien, ça. Si vous avez dit malaria, faites oui. Mais ces distributeurs ne pourront pas tout faire. On imagine mal, par exemple, une personne dans une situation urgente qui devra décrire son problème sur le clavier. Bienvenue. Veuillez décrire vos symptômes. J'ai une belle de révolval dans le cuir. Désolé, ce mal n'est pas identifiable. Dépêche-toi, espos de connaisse, je suis en train de pordre beaucoup de sang d'or. Désolé, ce mal n'est pas identifiable. Putain de machine de mes doux. J'ai une déchirure de fési dans le cul. Appât une ambulange immédiatement, berdelle de morde. Il est sûr que ce système ne sera pas à l'abri des pannes. Tournez-vous s'il vous plaît et penchez-vous légèrement. Et galère. Ce n'est qu'un petit moment dur à passer. Tu parles. On respire. Attention. Voilà, c'est terminé. Pas trop tôt. On respire. Hein? Attention. Voilà, c'est terminé. Mais voyons. Moment dur à passer. Attention. Ça suffit. On respire. Attention. Tire. Attention. Voilà, c'est tire. Attention. Attention. Les 2 minutes du peuple de François Pérusse, un comique canadien qui a opéré pendant un moment en France. J'adore cet épisode. Il y en a un autre sur le petit chirurgien qui est très drôle. Voilà, bon, c'est l'avenir, ça, la machine qui diagnostiquera. Ça le devient. C'est une aide déjà conséquente dans quelques spécialités, notamment en radiologie. Oui, avec l'IA. Et puis il y a les chirurgies effectivement assistées par robot et par ordinateur, ça existe déjà.
Voilà, alors on peut détailler ça. Alors moi, ma spécialité, c'est plus la cardiologie. Je ne vous parlerai pas de la chirurgie de prostate par robot, ça existe, voilà, mais il faudra faire appel à des gens plus compétents que moi pour en parler. Dans d'autres domaines, quoi. Parlons cardiologie. Parlons Aujourd'hui, cardiologie. on fait beaucoup de choses autour du cœur. Et d'ailleurs, toi, tu es spécialisé dans certains domaines. Alors oui, alors pour résumer en gros, pour situer un peu le cadre, donc il y a les chirurgiens cardiaques, donc ceux qui opèrent, qui vont faire des pontages, qui vont changer des valves, éventuellement faire des transplantations cardiaques. Voilà, c'est une filière à part. Et puis il y a des gens comme moi qui font de la cardiologie générale. Donc ils sont en cabinet et qui font de l'échographie, du test d'effort, du diagnostic cardiologique et de la thérapeutique cardiologique par médicaments. Et puis dans cette famille-là, il y a aussi des sous-spécialités, donc de cardiologie interventionnelle, donc des gens qui font du pacemaker comme moi, du défibrillateur implantable. Et puis ça c'est la partie défibrillateur implantable. Il y en a même, je t'en ai même amené un. Il m'en a amené un. Voilà. Donc défibrillateur implantable, c'est une thérapeutique. Ça fait déjà 15-20 ans que ça existe en fait. Donc ça c'est la partie électricité, donc il y a les électriciens plutôt comme moi, et puis aussi les plombiers, les gens qui s'occupent des coronaires, donc qui font des procédures interventionnelles sur les coronaires, qui ne sont pas chirurgiens, qui sont cardiologues interventionnels, donc ils vont mettre des stents, une thérapeutique assez courante pour les gens qui font des infarctus en phase aiguë, ou même des stents programmés pour les gens qui ont une maladie des coronaires chroniques. Voilà, et donc effectivement, tout un tas de sous-spécialités dans la cardiologie médicale. Mais quand tu implantes un pacemaker, il y a quand même une opération, parce que tu dois quand même donc découper moi, je suis formé la peau, à cette intervention, même si je n'ai pas une formation à la base de chirurgien. Je me suis ensuite formé pour ce type d'intervention spécifique, mais je ne suis pas chirurgien à la base. Ah d'accord. Alors, je suis cardiologue interventionnel ça, c'est quand même installé à l'intérieur du corps. Alors oui, alors si on veut rentrer tout de suite dans le détail, alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pacemaker, comment ça marche, à quoi ça sert? Moi non, mais si, je me doute, j'ai quelques idées, mais soyons précis. Si on fait l'analogie avec un moteur de voiture, il faut de l'électricité. Alors je décris pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur. Un pacemaker, c'est c'est mignon. Donc voilà. On dirait un petit disque dur IBM. Alors, je fais des photos, des petites photos. Ouais, c'est vrai, ça ressemble à un petit disque dur chromé. Alors, j'imagine que les métaux et toute l'électronique et tous les plastiques qui vont dans le corps sont biocompatibles. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Il n'y a pas de rejet de pacemaker, ça n'existe pas. On peut avoir une infection de matériel. Si on a une septicémie, par exemple, le germe peut se greffer sur le boîtier. Dans ce cas-là, il faut l'enlever parce qu'il est infecté. Les antibiotiques ne marchent pas sur du tissu non humain. Mais c'est pas le pacemaker en lui-même qui va provoquer l'infection, c'est une infection qui va se loger sur le pacemaker. Voilà, donc ça, c'est un pacemaker des années maintenant. Et si pour vous donner un ordre d'idée, il a sa batterie intégrée. Il y a 20 ans, c'était ça. Ah ouais. Ça fait donc avec de la résine, des condensateurs intégrés dans la résine. Ah, c'est même pas du double. Vous imaginez une grosse montre à gousset ou un petit palais de hockey. Il y a même un PCB soudé à la main. Alors celui-là, il date de quand, celui-là alors je ne sais pas exactement parce que j'étais pas en activité quand il était implanté, mais je pense que c'était fin des années 70, début des années 80. Alors je vais faire une photo, évidemment je les publierai sur le site de la Je préfère avoir le petit que le gros. Celui-là n'avait pas de fonction diagnostique, enfin celui-là, alors le pacemaker sert à envoyer, alors on va un petit peu de physiologie pour que les gens comprennent bien. Si vous vous rappelez en troisième, vous envoyez effectivement de l'électricité dans la cuisse de la grenouille qui se contractait. Voilà, comme tout muscle, le cœur a besoin d'électricité pour se contracter. Quand l'électricité n'arrive plus au bon endroit, il faut effectivement un système qui lui permette d'arriver. Donc c'est le stimulateur cardiaque qui est donc un boîtier qui génère de l'électricité. Mais là, il n'y a pas d'électrode, c'est par induction, c'est quoi j'arrive. Qui est posé sous la clavicule, gauche ou droite. Ici. Ah ouais, donc le gros machin là, il tenait sous la clavicule. Le gros machin, il fait au moins 4 cm de diamètre. Voilà, maintenant c'est beaucoup plus... Et 2 cm d'épaisseur. Alors, le plus petit qui existe sur le marché, c'est ça. Ah ouais. Ouais, il est vraiment minuscule. Mais celui-là a des fonctions un peu limitées. Mais celui-là fait plus que celui-là. Voilà, donc ça, c'est relié effectivement à des sondes qui vont aller dans les cavités cardiaques. Voilà, donc les sondes qui vont aller dans les cavités cardiaques. On peut stimuler les trois à côté, là, qu'on va regarder. C'est comme une espèce de batterie, en fait, de si rechange. vous voyez une sonde, par exemple. Ça, c'est le calculateur. Cette sonde-là, on va la glisser par une veine. La veine sous-clavière, qui est, comme son nom l'indique, sous la clavicule. C'est un petit câble. C'est un petit câble avec enduit de polyuréthane, avec un conducteur, et vous avez un petit grappin. Carrément, ça ressemble à un grappin, on est d'accord. Qui va se piquer dans le muscle cardiaque, parce que le muscle cardiaque, à l'intérieur, c'est pas tout lisse, ça fait ce qu'on appelle les trabéculations. Donc en fait, le petit grappin va se piquer sur le muscle cardiaque. Ah d'accord. Donc il y a une électrode en fait. Une électrode qui est vissée
qui est relié. Ah oui, d'un côté, dans une prise, une sorte de prise jack. Alors moi je découvre parce que jack. je pense que beaucoup de gens sont dans mon cas. On pensait que le bah pacemaker oui. c'était juste le boîtier et Non, qu'il n'y avait pas de Pacemaker ramification. tout seul, Ça sert à il rien. faut bien que ça arrive au bon endroit. Oui, c'est ça. Bah oui, mais on Alors, peut Alors rêver. c'est quoi ce petit truc Oh la blanc là vache. Alors ça, c'est le tournevis dynamométrique qui va Ah oui. servir À visser le truc là. la Ah main. Voilà. nom de Dieu. Voilà. Alors, C'est génial. généralement, vous voyez, il y a 2 trous. Parce qu'on a Des fois, une deux. oreillette, un ventricule. Ah oui, oui, on a, du côté où on met le pacemaker, c'est-à-dire du côté droit, le cœur droit, l'oreillette droite, le ventricule droit, on a une oreillette, un ventricule. D'accord. Donc généralement, on met 2 sondes, une dans l'oreillette, une dans le ventricule. D'accord. Après, quand l'oreillette n'est pas fonctionnelle électriquement, dans certaines maladies, on met qu'une seule sonde, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, Juste pour finir sur les oui. sondes, puisque on est au sujet, ça c'est une sonde qui se met plus en fait, c'était l'ancien modèle. Maintenant, on a des choses beaucoup plus sophistiquées qui sont des choses comme ça. C'est une sonde en fait qui va se visser dans le muscle cardiaque. Donc on positionne la sonde et une fois qu'on est au bon endroit, tourne. on sort un petit tournevis Ouais. Ah oui. et on va aller sortir la vis Oh, qui va aller la vache. sortir de qui va aller se celle-là, visser alors, elle a dans été le vissée, muscle. dévissée Ah, 50 fois, c'est un truc ça de y est, démonstration. il y a un petit zébulon qui sort. Vous avez une vis qui sort de entre 1,5 et 2 mm. On a quand même toujours l'impression que c'est des freins de vélo un peu. Hein. C'est dingue. C'est ça ressemble à un frein de vélo. T'as raison, Posty, c'est Voilà. exactement ça. Donc toutes les semaines, c'est le Toi ce qui a genre fait de du type vélo de sonde que électrique, j'ai. ouais. qui en a fabriqué, Bah ouais. là on a quand même un exemple de Ouais, truc. c'est superbe. Très, Alors, très étonnant. l'avantage de ce système, c'est qu'on peut manipuler la sonde Et et oui. rentrer sans risquer de léser les structures cardiaques ou les Oh. veines. Et une fois qu'on est en bonne position, on la sort. Voilà. D'accord. Contrairement à ça, où c'est un petit peu plus délicat, parce que pour aller dans le ventricule, il y a ce qui s'appelle une valve à passer. Alors, si vous vous rappelez de vos cours d'anatomie de 3e, entre l'oreillette droite et le ventricule droit, ça s'appelle la valve tricuspide. Oh nom de Dieu. Et pour passer la valve tricuspide, eh ben, il y a des cordages. Une valve, c'est un clapet avec des cordages qui le tiennent. Et la défaut de ce truc-là, c'est que ça tend à s'emmêler dans les cordages et que c'est délicat à mettre. Voilà, dirait en plus- résumé, voilà. Donc Superbe. vous avez des stimulateurs cardiaques qui amènent l'électricité là où elle n'arrive plus, parce que généralement c'est les maladies du sujet âgé, et généralement la maladie c'est juste la dégénérescence des circuits de conduction en fait. Ah, ouais. Les circuits de conduction sont dégénérés, sont altérés par l'âge, ou par des médicaments, ou par des chimiothérapies, ou par voilà, ce genre de choses, ou par la chirurgie cardiaque, parce que le chirurgien cardiaque quand il change une valve, des fois il est obligé de léser les voies de conduction, parce qu'il ouvre. Et les circuits électriques, alors excuse-moi, parce que nous on est informaticiens, électroniciens, tout ça, c'est toujours c'est les nerfs qui non, c'est comment Alors, ça marche tu as effectivement des circuits de conduction spécifiques au niveau du cœur. Voilà, le cœur, c'est un organe autonome qui génère son propre Ah courant oui, c'est électrique. vrai, ça y est, ça me revient. Ah ouais. Voilà, le cœur n'est pas sous la dépendance. Quand Oui. tu bouges ton bras, c'est sous la Ouais, dépendance du de cortex. cerveau. Voilà. Ouais. Le, Mais le cœur génère son propre. donc il y a- il y a un circuit c'est une automatique. centrale donc tout il a, seul, il a le ses cœur. neurones, le cœur, alors il a Alors, ses c'est pas propres- son neurone, pas c'est vraiment- un. Non, c'est pas vraiment. C'est pas un neurone, c'est pas dans le sens où il n'y a pas de synapse ou des choses comme ça. C'est une structure dédiée qui va générer son propre courant. D'accord. Voilà. Non, parce que comme on en a trouvé récemment machine dans humaine, c'est quelque chose, un quand autre même. endroit qu'au cerveau, mais je crois que c'est dans la partie digestive, Alors, on a il y a vu des- qu'il y oui, avait alors, oui, une oui. intelligence aussi Oui, mais maintenant. non, c'est différent. Là, ce sont vraiment des circuits neuronaux à part. D'accord. Ça s'appelle pas des Chez leur neurones. ton pour père le- d'ailleurs, elle est ultra développée, l'intelligence digestive. D'accord. Voilà, C'est donc quand ces extraordinaire. structures sont altérées par l'âge, la chirurgie, des médicaments, c'est souvent l'âge, hein, globalement, les pacemakers, il y a rarement... Alors il y a aussi Oui. des maladies congénitales, il y a des bébés qui naissent avec des troubles de conduction et chez qui on met ce genre de choses. Oh, merde. Ouais, Là, c'est pas modèle, du début. l'indication de celui-là, c'est principalement les enfants. Hmm. Voilà, donc, mais c'est quand même rarissime, et souvent, moi, les gens que j'implante, le moyenne d'âge, c'est quand même au-delà de 80 ans. Ah oui. Voilà, donc ensuite, le pacemaker, une fois qu'il est en place, et il dure une dizaine d'années maintenant. Voilà. C'est formidable. Donc, je pense que je te le dis. Alors, ça a commencé quand cette aventure du pacemaker Alors, ça a commencé, je crois que la première stimulation intraventriculaire date de 1946 Ah ouais. à Minneapolis. J'ai bossé quand même pour venir. Hein. En fait, non, je le savais déjà. C'est une grosse. On peut dire les noms de marque Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc, la société Si Medtronic. d'ailleurs ils veulent nous envoyer de l'argent. La société Medtronic, oui, ils ont beaucoup d'argent, Medtronic. La société Medtronic est une des grosses boîtes de matériel biomédical. Ils font des valves, ils font du pacemaker, ils font plein d'autres trucs. Et ben, voilà, c'est en 46, juste après la guerre, et on a trouvé que les BAV, les gens qui étaient en BAV, parce qu'un bel BAV, c'est-à-dire bloc auriculo-ventriculaire, la courante ne passe pas entre l'oreillette et le ventricule, ça s'appelle BAV. Et ben, en leur mettant un peu d'électricité, on pouvait les faire vivre un peu plus longtemps. Parce que ces trucs-là, ça s'aggrave avec le temps. Oui. Donc vous avez un cœur qui commence par être lent, et puis après il fait des pauses. Donc là vous syncopez. Et puis après il s'arrête. Question, Donc, voilà. question d'électronicien, Ouais. alors, parce que comment ça se synchronise? Parce que juste pour expliquer aux gens, pour moi, normalement ça doit envoyer sûrement des pulses électriques. Exactement. Et là, on a parlé surtout de la partie donc d'électrode qui vient amener du courant à l'organe.
Mais comment il fait pour se synchroniser ? Alors c'est par l'électrode elle-même, il y a du signal qui... L'électrode est une électrode de recueil électrique et de stimulation électrique. Ça fait les deux, ça. Voilà, c'est d'accord, c'est bidirectionnel. Alors celle-là ne faisait par exemple pas les deux, c'est-à-dire que ça envoie un influx électrique, c'est marqué dessus, c'est passif. Rate 70. Rate 70, ça veut dire que 70 à l'heure, que vous soyez couché, endormi, en train de faire un marathon, vous avez du 70. C'est débile. Non, c'est pas débile, mais c'était les contraintes technologiques de l'époque. Donc 70 à l'heure, ça veut dire qu'effectivement, en plus, le problème, c'est que l'influx électrique artificiel peut coïncider avec l'influx électrique naturel. Oui. C'est pas synchronisé. Donc vous avez un cœur qui peut se contracter 2 fois très rapidement ou 2 contractions qui se chevauchent. Physiologiquement, c'est vraiment anti-physiologique. En électronique, on appelle ça le free run. Le free run, c'est-à-dire que le truc, il court, il pédale à son rythme et il en a rien à foutre du reste. Alors maintenant, le nouveau... Depuis les années... Alors je pense, moi je suis pas si vieux, 80, ça fait 25 ans que je fais de la cardio, mais j'ai pas connu quand même, j'ai jamais implanté ce genre de choses. J'ai toujours connu depuis la fin des années 90, moi où j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, des pacemakers qui étaient à la fois qui servent à la fois à stimuler, ils écoutent le cœur. Donc ils recueillent un influx électrique. D'ailleurs, ça fait partie des mesures qu'on fait pendant l'intervention. Est-ce qu'on a une bonne écoute électrique ? Et il est dit inhibé, c'est-à-dire il est inhibé par l'activité électrique spontanée du cœur. Donc s'il y a une activité électrique, il va être inhibé, il ne fonctionne pas. Et est-ce qu'il va adapter sa fréquence de pulse à celle du muscle ? Bien sûr, alors ça s'appelle l'asservissement à l'effort. Voilà. L'asservissement à l'effort, donc il y a des capteurs, si on veut rentrer dans les détails, il y a deux types de capteurs dans les pacemakers, certains en ont un, les plus modernes en ont 2. Il y a un accéléromètre, tout simplement. Un accéléromètre qui va détecter quand on fait un effort, souvent on bouge le torse, alors... Pas forcément d'ailleurs, si on fait une marche rapide, il y a des gens qui bougent pas beaucoup le torse en faisant une marche rapide et leur pacemaker va pas bien s'accélérer. Et voilà. Par contre, ceux qui courent, normalement... Ceux qui courent, alors il y a des gens, vous verrez peut-être des gens qui font, parce qu'une fois qu'on a un pacemaker, on peut faire du sport, d'ailleurs on peut mener une vie strictement normale, on parlera après des interactions. Si vous voyez quelqu'un qui fait ça avant de courir, c'est qu'il stimule son pacemaker et qu'il va aller courir. Parce qu'il va stimuler l'accéléromètre. Vous n'avez pas vu non plus l'image, mais on se tape Olivier la clavicule. Se tape le clavicule, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, mais les plus modernes sont également asservis à la ventilation minute, c'est-à-dire qu'ils détectent. Il faut une mesure de compliance thoracique, d'impédance thoracique. Il faut une mesure d'impédance thoracique grâce à la sonde et la variation de cette impédance indique une ventilation plus importante. Donc il adapte sa fréquence à la ventilation minute. Formidable. Voilà. J'imagine que en fait c'est peut-être la surface du boîtier qui fait un peu effet touch capacitif. Alors je sais. Alors il faut regarder un plan en coupe. Il faut comprendre que la partie électronique c'est à peu près un quart. D'accord. Du boîtier, le reste étant les batteries en fait. Ah, oui. Voilà, ce qui fait l'intérêt du pacemaker, c'est la taille de la batterie. C'est de la pile une sorte de pile au lithium. C'est une pile au lithium. Nous, on demande bien sûr les pacemakers les plus petits possibles pour que les gens aient le moins d'inconfort possible. Oui, mais il faut quand même que ça tienne dans le temps. Et on demande aussi les pacemakers les plus longs possibles parce qu'on n'a pas envie de les changer tous les 3 ans. Exactement. Donc, à chaque fois changer un pacemaker, c'est quand même un acte chirurgical, même s'il y a peu de risques, il y a quand même un risque infectieux à chaque fois, etc. Oui, il faut trouver le bon équilibre entre la taille de la batterie et... Alors, juste pour les gens qui ne connaissent pas l'électronique, cet énorme gap a été franchi grâce à ce qu'on appelle les composants CMS, montage en surface. Et là, d'ailleurs, c'est comique parce que dans celui-là, on voit encore des composants traversants. Donc, dans le vieux qui date des années 70, je vois par exemple, je connais très bien les transistors 2N2222, et c'est en mode, il y a encore le boîtier et c'est soudé encore en traversant, c'est-à-dire que le PCB est troué et on soude par derrière les composants. Comme une carte électronique à l'ancienne. Et comme indique leur nom, les composants pour montage en surface, il n'y a plus besoin de percer le PCB la plupart du temps, à part peut-être des VIA, et on soude directement les 2 papates de composants qui maintenant... Alors il y a des normes 802, 402, 302, et c'est des trucs de plus en plus petits, on dirait des grains de sable. Il faut les regarder maintenant à la binoculaire, et donc c'est grâce à ça qu'on est passé de ça à ça. Du gros des années 70, grâce à la téléphonie mobile, à toute sous cette influence de la miniaturisation, et ben forcément ça se retrouve dans ces nouveaux trucs, c'est génial. Alors l'avenir, c'est même pas ça. L'avenir, ça existe déjà. Ce sont les pacemakers sans sonde. Les pacemakers qu'on met directement dans les cavités cardiaques. Wow. C'est-à-dire qu'on met directement dans le ventricule. Le ventricule, c'est comme imaginez un demi-ballon de rugby à peu près, au niveau de la forme. Vous le mettez, alors avec une procédure un peu plus lourde, mais vous le mettez directement à la pointe. On s'affranchit du boîtier et des sondes. Le problème, c'est la batterie. Le problème, c'est la batterie. Le problème, c'est qu'est-ce qui devient une fois qu'il est usé, parce c'est difficile à récupérer. Faudrait qu'il soit biodégradable, quoi, le truc. Pour l'instant,
Ce qui n'est pas encore au point, c'est on stimule une seule cavité. Alors que l'idée, c'est quand même, vous savez, l'oreillette sert à remplir le ventricule, et donc les deux cavités doivent être synchronisées. Ouais. Et pour l'instant, c'est que du monocavité, et donc on ne synchronise pas les deux cavités. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'une sonde dans l'oreillette si l'oreillette est dysfonctionnelle, ce qui est quand même une pathologie assez fréquente. Voilà, donc les pacemakers sans sonde, ça existe, il y en a qui ont été implantés. 2 sociétés qui font ça. Une qui a arrêté parce que ça marchait pas bien, les trucs se barraient dans l'artère pulmonaire et c'est... Oula, oui, là, ça fait désordre. C'est ça pas bon. Fait désordre. Et l'autre qui... Alors moi, j'en implante pas. Alors c'est dans les CHU, parce que bien sûr, quand ça arrive sur les marchés, ce sont des trucs expérimentaux avec les CHU. Moi, je ne travaille pas en CHU. Et donc, voilà. Donc, c'est l'avenir. Ça sera les pacemakers sans sonde. Voilà. Ce que je peux vous dire sur le pacemaker. Et puis après, il y a aussi le défibrillateur implantable, qui est à peu près la même chose. Alors ça sert à quoi par rapport au défibrillateur, c'est pas pour faire redémarrer le cœur. Il est là, le défibrillateur. Il y a un défibrillateur implantable, donc c'est à peu près 4 fois plus gros, on va dire. À peu près. Ouais, ça rappelle l'ancien pacemaker, mais c'est pas vraiment la même techno. Ça sert pas exactement la même chose. Mais pourquoi diantre avons-nous besoin d'implanter un défibrillateur ? Alors, est-ce que tu vas sur les terrains de sport, post-carbone ? Non, pas trop, non. Enfin, moi non plus. Je suis pas très sportif. Si vous alliez sur les terrains de sport, vous verriez sur les terrains de foot notamment, ou sur les terrains de tennis dans certaines communes, ou même dans les TGV. Vous avez un petit boîtier avec marqué ICD. Oui, non, mais ça d'accord. Ce sont les défibrillateurs externes. Et ça sert la même chose. Pourquoi a-t-on besoin d'internaliser un défibrillateur ? C'est quelqu'un qui va faire un infarctus comme ça ? Pas seulement, mais c'est pour les gens qui sont susceptibles ou qui ont déjà fait des troubles du rythme grave entraînant des morts subites. Alors soit on le met en prévention primaire, c'est-à-dire que les gens qui ont des maladies cardiaques tellement graves qui sont très 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 à risque de faire une tachycardie ventriculaire, un trouble du rythme ventriculaire ou une fibrillation ventriculaire, c'est le stade qui précède l'arrêt cardiaque si vous voulez. Donc on leur met préventivement, soit les gens qui ont déjà fait ce qu'on appelle une mort subite récupérée, et on sait qu'ils sont susceptibles d'en refaire parce qu'ils ont une maladie cardiaque ou une maladie génétique, même avec un cœur anatomiquement sain, ils peuvent avoir une maladie génétique qui entraîne ce genre de choses, et donc on leur met préventivement un défibrillateur. Tu sais, Posty, c'est ceux qui voient le tunnel blanc, les expériences de mort imminente. C'est ça. Et on aurait pu sauver Michel Berger et... Oui, on aurait pu sauver beaucoup de monde. Et comment il s'appelait le patron de Matra, pareil. Le tennis, ça fait du mal quand on a plus de 50 ans. Alors voilà, donc mais enfin ça c'est donc effectivement ça ne prévient pas un infarctus, mais pourquoi les gens meurent d'un infarctus ? Un infarctus, c'est une artère coronaire qui va se boucher. Alors une artère coronaire qui se bouche, ça génère des anomalies du rythme. La plomberie génère un problème d'électricité. Donc voilà, donc l'électricité est défaillante parce que la plomberie est défaillante, et donc le risque de l'infarctus, c'est le trouble du rythme. Même un petit infarctus peut donner un trouble du rythme et une mort subite. Voilà, donc là, effectivement, avec un défibrillateur, on peut sauver quelqu'un, même s'il fait un infarctus, ce qui n'empêche pas ensuite d'aller déboucher l'artère pour sauver du muscle. Alors c'est ça. C'est-à-dire que le défibrillateur relance la machine, mais ne débouche pas l'artère. Ah non. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'il y a tout ça, c'est lié entre le muscle, l'artère, l'électricité. Tout ça, c'est effectivement lié. Donc les gens qui meurent d'un infarctus, ils meurent de quoi ? Ils meurent d'une fibrillation ventriculaire, d'un arrêt cardiaque pour ça. Voilà. On peut faire un gros infarctus et s'en sortir avec des dégâts sur le muscle cardiaque, mais jamais faire trop de bruit. Mais faire un tout petit infarctus sur une petite artère secondaire qui est même pas vitale et qui peut même se boucher sans conséquence, mais elle génère un trouble du rythme et on meurt. Donc c'est rassurant. C'est rassurant. Il faut profiter de l'après-midi. Du coup, ce défibrillateur automatique, est-ce qu'il marche comme les pacemakers ? Est-ce qu'il est en contact avec le rythme cardiaque et dès qu'il s'arrête, il se lance ? Alors déjà, il peut servir de pacemaker, c'est-à-dire que les gens qui ont besoin des deux, ils n'ont pas deux appareils, ils servent aussi le double effet. All-in-one. Ils servent aussi de pacemaker. Vu la taille du machin, il doit pouvoir servir. Et ensuite, il écoute le cœur en permanence, il sait reconnaître grâce à des algorithmes les troubles du rythme ventriculaire graves, il met en route des systèmes divers et variés, il va commencer par stimuler le cœur de façon rapide pour casser la tachycardie, et quand il n'y arrive pas, il envoie un choc électrique interne. C'est de l'ordre de quoi d'ailleurs comme puissance ? Alors c'est de l'ordre de quelques joules en fait. C'est une quinzaine de joules. Ah bon ? C'est pas quinzaine de joules. Est-ce que c'est en interne ? On est directement. Alors que quand vous défibrilez quelqu'un avec un défibrillateur, c'est de l'ordre de 300 joules. Oui, c'est ça. Mais il y a la peau, il y a la cage thoracique. Il y a la peau et la cage thoracique, il y a toutes ces structures à passer effectivement. Et donc les gens ressentent. Le ressenti est assez désagréable, c'est le ressenti de mettre les doigts dans la prise. Quoi. Tu m'étonnes. Quand même. C'est sympa. Mais voilà, mais entre ça et... Mais en fait, il y a des gens qui, effectivement... Le ressenti est vraiment variable. J'ai un patient l'autre fois qui, j'interroge que je contrôle son défibrillateur. Je lui dis, mais il a choqué. Il me dit, non, il n'a pas choqué. Je lui dis, si, il a choqué, parce que moi je le vois dans les mémoires. Parce que on a un terminal pour interroger toutes les mémoires, effectivement. C'est du Bluetooth ?
Non, alors on en reparlera après si tu veux. C'est mais c'est en une télémétrie effectivement par radiofréquence avec un boîtier qu'on pose sur l'appareil directement. Et je lui dis mais si, il a choqué tel jour à telle heure. Enfin, en l'occurrence c'était la nuit. Il me dit ah oui c'est vrai. J'ai cru que j'ai fait un cauchemar. Je me suis réveillé en sursaut et puis je me suis rendormi. Ce boîtier avait sauvé la vie de quelqu'un. Ça lui avait pris. Il était resté éveillé 2 minutes puis s'était rendormi avec la vie sauvée. C'est incroyable. Et il s'est même rendu compte il pensait avoir fait un cauchemar. Il s'est réveillé en sursaut. Il dit j'ai dû faire un cauchemar. Il s'est endormi. Non, il avait pris un choc électrique qui lui avait sauvé la vie. Il avait le bout des doigts tout noir. C'est comme s'il y avait ça fumait sur ses cheveux. C'est comme s'il y avait un petit médecin tout le temps avec son petit défibrillateur qui fait on dégage. C'est sa femme qui doit être contente. C'est quand même une contrainte d'avoir un défibrillateur parce que les algorithmes c'est pas infaillible à 100%. Donc il peut y avoir des chocs inappropriés. Il peut y avoir, et puis non plus, puis une batterie n'est pas... Voilà, les gens qui font ce qu'on appelle un orage rythmique, des troubles du rythme qui sont incessants, qui ne sont pas réduits par la défibrillation, et la batterie finit par s'user. Ils peuvent quand même mourir d'un trouble du rythme, parce qu'au bout de 10, 12, 15 chocs, la batterie est terminée. Et, donc, voilà. Et tu sais, maintenant qu'on développe notamment pour les smartphones les recharges inductives, on se dit, est-ce que ça devient sans doute assez facile maintenant de recharger la batterie par induction ? Oui, c'est ça. J'allais poser la question, mais vu que c'est sous la clavicule, ça ne se fait pas. C'est pas évident. Pour la raison technique, je ne la connais pas, mais ça ne se fait pas. Ça n'existe pas. Parce que, alors pour info, le truc aussi, c'est que il faut bien comprendre que ces matériels évoluent d'année en année. Donc recharger la batterie d'un matériel qui a 15 ans, c'est pas très bon pour le patient parce que finalement, il ne va pas bénéficier des dernières mises à jour. Je sais pas. En fait, en tout cas, pour info, tous les constructeurs en électronique ont dans leur gamme, par exemple chez Texas Instruments, ils ont ce qu'on appelle le Q, c'est un chipset qu'intègre maintenant Samsung dans ses smartphones et qui gère la charge et la décharge par induction, qui fait que tu peux vraiment... t'as vu les pubs, même dans maintenant les boîtes à gants de voiture, tu peux mettre ton smartphone et il se recharge tout seul. Donc on se dit, c'est un jour, ces trucs-là vont en bénéficier théoriquement. Mais par exemple, un patient qui a un pacemaker qui a 15 ans, le recharger, il aura vraiment un modèle vraiment obsolète. C'est comme si tu disais ma 4L on va la remettre à jour. Oui, mais tu n'as finalement qu'une 4L. Alors que si ta Maserati marchera mieux. Oui, mais alors par contre ça permettrait, comme tu parlais d'une miniaturisation extrême, ça permettrait en tout cas pour les futurs pacemakers d'avoir une capacité de lithium beaucoup plus faible, mais on les rechargerait d'une fois par semaine, par exemple. Mais du coup, il serait tout petit et ça résoudrait le problème de la taille du truc. Oui, mais pour un adulte, regarde, c'est pas un souci. Ça serait peut-être plutôt pour un enfant, mais oui, pour un adulte. Non, mais c'est surtout, je pense à tout ce qu'il a dit sur le fait d'amener au plus proche du cœur le et puis, il y a des petits systèmes aussi de vibration. Quand il y a une anomalie de fonctionnement, le défibrillateur, ou surtout le défibrillateur, vibre. Et donc, il vibre, donc le patient reçoit une petite vibration, donc il sait qu'il doit aller consulter à ce moment-là. Voilà, il y a d'autres systèmes. Tiens, si tu appuies sur la touche bleue, tu vas sentir la vibration que ressent le patient. Ah oui, effectivement, ça va vibrer. Incroyable. Mais un vibreur de smartphone ou quoi ? Ah ouais, ça vibre. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ça peut faire une scène assez comique où la personne cherche son portable et elle fait « Ah ben en fait non, c'est mon défibrillateur ». C'est mon défibrillateur, oui. Alors comment ça se surveille ces trucs-là ? Parce qu'on va la surveiller. Ah bah voilà, c'est ça. Donc, ça se connecte. Alors ça se connecte. Alors le mode de surveillance classique, c'est d'aller voir son cardiologue qui a un programmateur dédié. Alors on est obligé d'avoir... Classiquement en France, il y a 5 marques de simulateurs cardiaques. On est obligé d'avoir 5 grosses, on dirait pour certaines, la machine à écrire Olivetti. Si vous voyez la machine à écrire Olivetti, c'est comme chez Renault, c'est la valise du. C'est ça, c'est la valise de la. Et donc on pose une tête de télémétrie sur le boîtier. Là, on a accès, on communique avec le pacemaker, on a accès à toutes les informations, donc les façons dont il est réglé, les fonctions diagnostiques, parce que aussi le pacemaker, s'il y a une anomalie du rythme, il va l'enregistrer, il va la mettre dans ses mémoires, et nous, on va avoir accès à ça. On sait la durée de vie résiduelle, on sait l'impédance interne de la batterie, on sait beaucoup de choses et on sait effectivement quand est-ce qu'il faut le changer. Et on sait surtout, et pour les défibrillateurs, on sait s'il a choqué, s'il n'a pas choqué. Ouais, ça c'est important. Ouais. Voilà, ça c'est important. Alors voilà, donc ça c'est le premier mode de surveillance dit classique. Et puis maintenant il y a ce qui s'appelle la télécardiologie. Et là on rentre plus dans la technologie qui vous intéresse. Voilà. Donc les gens qui ont un défibrillateur ont souvent maintenant un boîtier de télécardiologie qui est posé sur leur table de nuit. Donc le défibrillateur ou même le pacemaker, dans certains cas, peut communiquer avec ce boîtier qui est connecté au réseau GSM et qui envoie des informations de fonctionnement à une centrale du fabricant qui nous les répercute au cardiologue. Est-ce qu'ils peuvent appeler les pompiers s'il y a un gros problème ? Ils peuvent appeler les pompiers de toute façon. Mais, par exemple, un de mes patients qui choque, je vais le savoir, je vais avoir un mail dans ma boîte mail le lendemain matin. Ah ouais. Et donc je peux le convoquer tout de suite et voir si c'est un choc approprié ou inapproprié.
Et la communication radio entre le dispositif qui est sur la table basse et le pacemaker, alors c'est quel protocole ou ça c'est quelle onde Je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas du coup, ingénieur. Me vient des idées du genre est-ce que c'est à câble, est-ce que c'est Alors, sécurisé, alors justement, que, oui. etc., Alors c'est à câble. En théorie, oui. En pratique, pas tellement en fait. Parce que c'est de la distance très courte. Certains. Alors en 2008, il y a des gens qui ont réussi à hacker un pacemaker, effectivement, avec un matériel très sophistiqué, un oscilloscope, une antenne. Et il fallait être, pour pouvoir avoir accès aux informations, il faut être très près du patient pendant un quart d'heure. Ça s'appelle en champ proche. Donc le type qui va se faire hacker en restant un quart d'heure à côté d'un oscilloscope et d'une antenne, si vous voulez, bon, c'est pas très réaliste. Non. Voilà. Mettez-vous là, monsieur. Après, avec la télécardiologie, nous on reçoit des informations montantes, mais il est impossible d'avoir des informations descendantes. Je ne peux pas reprogrammer du matériel à partir des informations que m'envoie la télécardiologie. Mais alors, est-ce que justement, avec le développement des ondes 4G, des Wi-Fi, etc., il n'y a pas des risques de perturbation des appareils cardiologiques avec... Alors, vous savez, classiquement, les IRM, par exemple, étaient contre-indiqués chez les porteurs de pacemaker. Oui, c'est vrai. Parce que ça génère un champ magnétique très intense. Ouais, c'est un champ magnétique. Les nouvelles générations de pacemakers sont compatibles avec les IRM. Alors, ça, certaines sont les marques, c'est les IRM extracardiaques ou pas cardiaques, puis après, ça dépend du nombre de Tesla. C'est-à-dire qu'en fait, ça va certaines jusqu'à 1,5 Tesla, d'autres 3 Tesla. Maintenant, classiquement, effectivement, il n'y a pas de risque de perturbation. Pareil, pour la vie quotidienne, en fait, le risque de perturbation, il est pratiquement nul. Il y a la soudure à l'arc qui pose problème. La nouvelle Freebox. Donc, la soudure à l'arc, c'est pas une activité de loisir très répandue. Non. Chez le bobo, chez Posty, ça arrive. Oui, chez le bobo parisien, c'est tranquille, mais non. moi qui vois des gens qui sont parfois à la campagne, ils font de la soudure à l'arc, et j'ai un patient qui a flingué son pacemaker en faisant la soudure à l'arc. Le pacemaker a été changé en urgence, tout qu'il était dépendant, donc c'est pas une bonne idée. Ah ouais. Dépendant, ça veut dire que si le pacemaker s'arrête, le cœur s'arrête, et au revoir monsieur, c'est fin du bal. Donc il a flingué son pacemaker en faisant de la soudure à l'arc. Le champ magnétique est terrible. Ah, c'est le champ magnétique. Le champ magnétique dégagé par l'arc électrique intense, voilà. Donc après, dans la vie quotidienne, les plaques à induction, les téléphones portables, les appareils électroportatifs type perceuse sans fil, etc. C'est trop faible. Bah, ça diminue avec le carré de la distance. Donc dès qu'on est à plus de 20-30 cm, il n'y a aucune interaction possible. Ça, tu nous en parles souvent, Posty. Tu nous le répètes souvent que c'est vrai que cette formule... Ça s'atténue très vite. Très vite. Alors bien sûr, si vous faites... Est-ce qu'ils sonnent dans les aéroports quand ils passent avec des pacemakers? Alors ils ne passent pas parce que l'aéroport, le portique d'aéroport sont quand même réglés de façon très sensible. D'ailleurs, vous avez une boucle de ceinture, même ça sonne. Et donc le champ magnétique est très intense. Donc ils ont une carte, les porteurs de pacemakers ont une petite carte. Effectivement, ils ne passent pas dans les portiques par sécurité. Même si, en fait, s'ils passaient sans s'arrêter, il n'y a pas de problème. Mais il suffit qu'il y ait un petit embouteillage qui stationne sous le portique, il y a un risque théorique que ça... fatiguer, Bah, en fait, moi j'ai un patient, une petite anecdote personnelle. Ouais, mais il y a aussi des détecteurs dans les grands magasins, ce genre de détecteurs. Et effectivement, j'ai un patient la RFID, pendant que mamie faisait le code de carte bleue des courses, lui il attendait tranquillement entre les deux trucs. Ah oui, accoudé au portique. Et il est tombé. Ah ouais. Parce qu'il était au mauvais endroit et que le champ magnétique, au final, ça finit par dérégler. Bon, ça c'était il y a une dizaine d'années maintenant, je pense que ça n'arriverait plus, il y a des systèmes de protection. Je peux en parler un petit peu parce que j'ai travaillé dessus. C'est la RFID, ça s'appelle, ça veut dire Radio Frequency Identification. Et en fait, le portique dont il parle, il faut savoir un truc, c'est que pour avoir un champ magnétique extrêmement puissant, vous avez en fait 2 bobinages de chaque côté des 2 panneaux. Et comme ça, le champ magnétique est extrêmement uniforme et extrêmement puissant entre les deux, parce que si vous voulez, ça fait un cercle qui traverse en fait ces deux panneaux. Et donc du coup, la puissance devient non négligeable. Pourquoi ? Parce que derrière, ça leur permet, par exemple, chez les vendeurs de fringues, de mettre des tags qui sont extrêmement peu chers en aluminium, parce que le cuivre, c'est trop cher. Et du coup, ils sont quasi sourdingues, ces tags. Et pour qu'ils répondent, il faut réellement avoir un champ magnétique très très fort aux caisses. Voilà, c'est ça le principe. Qui pourrait être du coup perturbé un pacemaker ou un défibrillateur. Oui, maintenant il y a des systèmes de protection dans les boîtiers. Alors ce qu'on conseille aux gens, ils peuvent passer sans s'arrêter. Ils ne doivent pas stationner. Ils passent, le délai d'exposition est vraiment très faible et là il n'y a pratiquement aucun risque. Moi j'avais une question, combien de temps prend une opération pour mettre un pacemaker ou un défibrillateur? Comment ça se passe l'opération? Alors, ça dépend si on est bon ou si on n'est pas bon. En fait, si on est comme vous, donc excellent. Excellent. Non, en fait, en moyenne, alors ça dépend. S'il y a une sonde ou 2 sondes, c'est un petit peu plus long. Ça prend environ, on va dire, entre 20 et 60 minutes. Ça dépend aussi du physique du patient. Alors voilà, quelqu'un de effectivement 150 kg pour 1m50, ça m'est arrivé une fois. On a mis 3 heures. Parce qu'il y a beaucoup de tissu pour atteindre la veine, c'est compliqué, elle est très très profonde. Ouais. Après, chez Jean Trémec, c'est pas très facile non plus. Chez Jean Trémec, c'est pas très bien parce que vous mettez ça chez quelqu'un de très maigre. Ça tape. Si c'est quelqu'un d'âgé, la peau est très fine.
Et on a des soucis d'extériorisation, de machin, et d'infection possible. Voilà, non, mais en moyenne, effectivement, mon record c'est 12 minutes, et puis après j'ai mis 3 heures des fois. Mais bon, en moyenne, pour un simple chambre, on va dire 20-30 minutes, et pour un double chambre, 45 minutes, on va dire. Mais double chambre, c'est-à-dire 2 sondes ou une sonde, en fait. J'ai vraiment une question stupide. Hein. Non. Les questions ne sont pas stupides. Je vous ai amené des trucs, regardez. Pourquoi est-ce que les sondes, elles sortiraient pas du corps et on aurait le boîtier qui resterait extérieur au corps? Je m'excuse de cette question, sur la peau, débile. Sur la peau, il y a des bactéries, dont du staphylocoque. Et s'il y a du staphylocoque qui se met sur le boîtier, il va se mettre sur la sonde. Et si le staphylocoque se met sur la sonde, il va se mettre dans ton cœur. Ça se propage. Il y a un staphylocoque dans le cœur, ça s'appelle une endocardite infectieuse. C'est pas bien. Et ça, il y a un risque mortel. Ok, d'accord. Bon, bah, il fallait que je Et puis c'est un petit peu moins esthétique d'avoir le gros boîtier. Alors comme après, ça. il y a des gens, effectivement. Tu sais, quand t'as un problème cardiaque, l'esthétique. Oui, mais en tant qu'affaire. Et une infection, ça s'appelle les infections de boîtier, ça existe, l'endocardite infectieuse, et c'est très grave, une infection de la paroi interne du cœur, ça s'appelle, voilà, c'est l'endocardite, et c'est 1 mois d'antibiotiques par voie veineuse au minimum. Vous êtes parti pour 1 mois d'hôpital avec des perfusions tous les jours. Et puisque je suis dans les questions complètement stupides... Il faut enlever le boîtier, parce que en fait, les antibiotiques ne marchent pas sur du matériel. Non. Donc faut tout virer. Je disais ma dernière question stupide, après j'arrête. Mais non, c'est pas stupide. Pourquoi les sondes ne seraient-elles pas reliées simplement à un petit bobinage qui lui serait sous la peau, et on aurait un autre bobinage à l'extérieur du corps et un couplage inductif entre les deux, puisqu'on sait très bien qu'on sait faire circuler du courant. Avoir quelque chose à l'extérieur du corps, c'est pas forcément esthétique ni pratique. Là, quelqu'un qui a un pacemaker, tu en croises tous les jours dans la rue sans le savoir. Les gens mènent une vie strictement normale. Ça se voit pas, bien sûr. Ils ont une cicatrice de 4-5 cm sous la clavicule, point. Dans le cadre... Mon Sora, ils tapent sur leur boîtier avant de courir, mais c'est le seul moyen de... Alors que dans mon cas, il faudrait une espèce de scotch pour que le boîtier soit toujours bien maintenu. Non, mais on va parler de ce qui est extérieur parce qu'on va quand même aborder avant on va finir avec ça. Alors ça ressemble à c'est pas les fameux stents. Ça ressemble c'est une espèce de seringue, un peu seringue mais très fine. C'est grâce à ça qu'on met les sondes. C'est juste pour la procédure chirurgicale. Là, on est plus dans le domaine de la médecine que de la technologie. En fait, pour mettre un pacemaker, donc on pique une veine, comme une prise de sang. On laisse l'aiguille dans la veine. Et à travers l'aiguille, on va mettre ce petit guide. Tac, et ce petit guide, il va aller jusqu'au cœur. Bah oui. Une fois qu'il est dedans, on va mettre sur le vélo. Guide. C'est le cap de vélo. C'est un cap de vélo. Sauf généralement, c'est stérile. Bon, celui-là n'est plus. Celui-là n'est plus, mais bon. C'est quand même génial. Et dans ce guide, on va le sortir, ça sera plus simple. On a atteint un nombre de technicité. Dans ce guide, on va mettre. Une fois que le guide est dans la veine, on retire l'aiguille. Et une fois qu'on a retiré l'aiguille sur le guide, on met. Ça s'appelle un désilet. On met ça. Donc là, vous avez ça qui est dans votre veine. Donc l'espèce de seringue en plastique suit le fil. Ça, c'est dans votre veine. Le guide qui est un espèce de câble vélo. Comment on fait passer les sondes? C'est ça la question. Une fois que c'est dans la veine, on enlève ça. Et là-dedans, vous n'avez plus que... Ça, c'est dans la veine toujours, en contact avec l'extérieur. Ah oui, en fait, tu crées ton propre tunnel à travers la veine. Tunnel, et une fois que c'est mis, il n'y a plus qu'à glisser les sondes. On le fait sous scopie, c'est une radio en direct. Oui, bien sûr. Jusqu'à la bonne position. Et une fois que c'est mis, voilà, c'est vraiment créer un tunnel artificiel. Oui, parce que j'imagine que la veine n'est pas assez rigide pour permettre de. Il faut un guide parce que c'est ça, il faut un guide. Et donc du coup, on les manipule grâce à un guide en métal, parce que sinon, la sonde, c'est un spaghetti en fait. Vous pouvez pas la manipuler. Elle est trop fine. Donc pour pouvoir la manipuler, avoir un petit peu de prise, on met des guides en métal qu'on retire ensuite par la suite, qui servent dans la sonde. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est très bien vu, c'est très intelligemment pensé. Et donc, ça, c'est 50 ans de développement. Mais ça doit quand même demander un certain doigté pour y arriver. Comme toute technique, il faut pratiquer. Moi, quand je vois tout ça, je me dis qu'il faut que je fasse gaffe à mon taux de cholestérol. Alors justement, le cholestérol, c'est la plomberie, c'est pas l'électricité. Oui, je sais. Mais c'est-à-dire qu'on peut être mince, avoir 0 taux de cholestérol et quand même avoir besoin d'un défibrillateur. Ça n'a rien à voir. Ou d'un pacemaker. Si vous prenez l'analogie avec une voiture, même si vous avez une si vous avez un carburateur parfaitement réglé, si vous n'avez pas de batterie, votre moteur ne démarre pas. Donc il faut de l'électricité et effectivement pour la voiture une explosion. Et c'est pareil, il faut du sang qui arrive au bon endroit et il faut de l'électricité. Faut tout quoi. Mais quand même, ceci dit, quand on développe des veines extrêmement obstruées par le cholestérol, des artères, c'est quand même pas bon pour le cœur. Au bout d'un moment, ça crée des problèmes qui peuvent nécessiter après. C'est pas directement lié. C'est pas directement lié. Alors le lien, c'est qu'effectivement, si vous faites un infarctus, donc vous avez une artère qui va se boucher,
en phase aiguë, donc ça fait généralement mal, et puis il y a un risque vital à cause des troubles du rythme dans les 48 premières heures surtout. Et effectivement, une fois que, si on n'arrive pas à déboucher l'artère dans les premières heures, c'est vraiment ce qu'on appelle les golden hours, les premières heures importantes, et ben c'est plus du muscle, c'est de la cicatrice ensuite. Le muscle il est mort, il se nécrose, c'est plus du muscle cardiaque, c'est de la cicatrice. Oui, et là, et cette cicatrice peut en elle-même générer des troubles de conduction. Si la cicatrice est à l'endroit d'un trouble d'un circuit électrique naturel du cœur, il va être lésé aussi. Donc le lien c'est ça, mais il n'y a pas de lien direct entre les deux. Alors moi j'ai une question parce que tout ça c'est bien joli, mais la question c'est combien aujourd'hui il y a de gens, le pourcentage à peu près de gens qui se font appareiller par des pacemakers ou des défibrillateurs. Alors c'est quoi, c'est 50% de la population qui y vient Non. Globalement on en met 65 000 par an en France de pacemakers. C'est quand même pas anodin, et on met à peu près 15 000 défibrillateurs. Okay. Alors l'indication du défibrillateur il s'est élargie parce qu'on en met beaucoup en prévention primaire, c'est-à-dire qu'on en met beaucoup préventivement, sachant que ça coûte quand même 15 000 euros un défibrillateur. La petite bestiole. Ça, alors pour vous donner un ordre d'idée, oui, le pacemaker avec les sondes c'est 4 000 euros. C'est-à-dire que ça coûte à la collectivité 4 000 euros. À la Sécu 4 000 euros, paye 4 000 euros à un hôpital qui comprend effectivement le matériel, les honoraires du chirurgien. Ça paraît pas délirant, parce que c'est quand même de la haute technologie, voilà, ça dure 10 ans. À chaque fois que moi je mets un pacemaker, je touche pas 4 000 euros malheureusement, mais la structure dans laquelle je travaille touche un forfait de 4 000 euros par la Sécu. Voilà. Mais pour lequel effectivement il y a la chambre du patient, le bloc. Ça tient 10 ans, donc en gros c'est du 400 euros par an. C'est ça, et le défibrillateur c'est à peu près 15 000 euros avec les sondes. Ouais, c'est quand même une. Et alors le défibrillateur. Important. Alors il y a un troisième type, on n'en a pas parlé, de stimulateur cardiaque qu'on peut coupler avec ça ou avec ça. C'est qu'effectivement maintenant on en met beaucoup de stimulateurs cardiaques qui vont améliorer la contractilité du cœur. Là on a parlé juste d'amener l'électricité où elle n'arrivait plus. Mais effectivement maintenant on a, et ça fait 10-15 ans que ça existe, les gens qui ont une maladie... C'est une sorte de boost du signal ? Pas exactement. Les gens qui ont une maladie cardiaque ont souvent un cœur dont la contraction est désynchronisée. Ah oui. C'est-à-dire que les parois ne se contractent pas de manière synchrone, ce qui altère encore la contraction. Quand vous avez une mauvaise contraction, ça s'appelle l'insuffisance cardiaque. Et quand on a une insuffisance cardiaque avec en plus des parois qui ne se contractent pas de manière synchrone, eh ben, ça aggrave encore le déficit de contractilité. La pompe est défectueuse. Voilà, donc maintenant, on sait mettre des sondes au lieu de les mettre dans la cavité, on les met sur une petite veine latérale de façon à resynchroniser les deux parois. Et ça s'appelle. Donc là, on est amené à mettre parfois 3 sondes. Une dans l'oreillette, une dans le ventricule et une dans ce qu'on appelle le sinus coronaire, qui est une veine latérale, pour resynchroniser le cœur. Et cette technologie permet effectivement d'améliorer la contraction du cœur, de diminuer les hospitalisations, de diminuer la mortalité liée à cette maladie particulière qui est l'insuffisance cardiaque. En vidéo, David, ça s'appelle le Genlock. C'est ça. Voilà, c'est quand tu synchronises les caméras par un signal extérieur. Vous avez 3 grands types, les stimulateurs cardiaques classiques, les défibrillateurs et les resynchronisateurs, sachant qu'on peut avoir un défibrillateur resynchronisateur ou un stimulateur resynchronisateur, enfin vous pouvez ensuite tout combiner. Incroyable. Voilà, un petit cours de rythmologie express. Eh ben, génial, c'est bien. Maintenant, on sait comment ça marche. Déjà, on va pouvoir briller en société pour le nouvel an. C'est assez. Vous savez comment ça marche C'est assez. Donc en fait, globalement, tout compris, à peu près 100 000 implantations par an en France. 100 000 implantations, oui, c'est pas mal quand même. Ça fait quoi ? Ça fait 2% de la population. La population. Alors, globalement, le marché du stimulateur, c'est 1% de plus par an à cause du vieillissement de la population. Pyramide des âges, les baby boomers qui arrivent. Mon record étant de 101 ans, j'ai implanté un monsieur de 101 ans. Quand même. Parce qu'il n'y a pas de médicaments pour ça. Donc les gens, effectivement, un cœur lent à 101 ans. Ils vivent toujours ? Je n'ai plus de nouvelles, je ne pense pas. Mais c'est pas. Ça remontait c'était déjà, pas peut-être. moi qui le suivais donc comme cardiologue, mais je ne pense pas. Mais c'était il y a quelques années. Mais voilà, donc il n'y a pas de médicaments pour ça. Autant pour les cœurs trop rapides, pour les problèmes de cœur trop rapides, il y a des médicaments. Autant pour les cœurs trop lents, il y a des médicaments par voie veineuse, par perfusion, mais il n'y a pas de médicaments par voie orale, ça n'existe pas. Et donc la seule solution, c'est d'implanter du matériel. Voilà, donc voilà. Mais après, effectivement, il y a aussi des enfants qui ont des troubles congénitaux de conduction, et donc on leur met ça. Et là, c'est plus compliqué parce que le capital veineux va s'abîmer au fil du temps, qu'il faut mettre des sondes avec beaucoup de spires parce que quand ils grandissent, le cœur va grandir, il faut prévoir. Alors, j'imagine qu'il y a un suivi particulier. Et souvent, on les met non pas sous la clavicule, mais en abdominal. Pour préserver le capital veineux. Et après, un enfant qui a un BAV congénital et qui va vivre 80 ans, il va utiliser 10-15 piles. C'est incroyable. Donc, mais malgré tout, il va mener une vie normale, pratiquement normale grâce à ça. Alors, tu nous tends la perche sur l'évolution. Parce que tu as eu la chance, et tu m'as envoyé un article que tu as écrit
sur le cœur artificiel, le Carmat. Ouais. Alors on va en parler un peu parce que ça nous passionne avec Posty. Oui, parce qu'on se dit s'il y a un cœur qui est malade, peut-être que la solution c'est de le remplacer par un cœur artificiel robotisé. Une machine. Une machine. Mais ce n'est pas encore d'actualité, j'ai l'impression. Alors Posty, t'avais c'était juste une petite intro à faire sur Carmat. Non, mais c'était la petite histoire qui était marrante. C'est que le précurseur de ça, c'était Alain Carpentier, parce que Carmat, c'est l'abréviation de Carpentier, donc c'est Car, et Mat, c'est Matra. Et en fait, il s'est aperçu, pour faire très court, qu'il avait besoin de ressources d'ingénieurs de l'industrie aérospatiale. Pourquoi ? Parce qu'il avait besoin de matériaux légers. On en parlera, tu en parleras mieux que moi, des tas de matériaux. Et à l'époque, Lagardère lui a dit Banco, ça tombe bien. Moi, j'ai des ingénieurs des fois qui sont en sous-charge. Par exemple, entre deux projets, entre l'A320 et la machin. Et la 380. Et en plus, j'ai des stations de travail CAO. Et donc, ils se sont tapés dans la main. Enfin, moi, c'est un peu le fond. Tu raconteras mieux que moi. Je prétends pas connaître toute l'histoire. Mais en gros, ils se sont dit allez, on y va, bingo. Et il lui a dit moi, j'ai l'infrastructure de R&D, je te la passe. Et puis on se lance. Voilà. Moi, c'était ça que j'avais retenu de. C'est ça, oui. Mais c'est l'article de Libé de l'époque. C'est une société qui est une filiale en fait de ADS. C'est le groupe Airbus Carmat. Voilà, déjà. Alors, Carmat, c'est une société qui est cotée en bourse, ce qui est un détail qui a son importance d'ailleurs. Carmat, l'idée du cœur artificiel, c'est, on en parlait il y a quelques minutes, c'est l'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire que les gens qui ont un muscle cardiaque qui ne se contracte pas assez suite à des maladies, ou vieillissement du cœur, ou des maladies génétiques, ou des maladies acquises, bon bref. Et dans les cas extrêmes, la seule solution, c'est de leur greffer un cœur. Donc, c'est d'avoir un greffon cardiaque. Or, le greffon cardiaque, il faut un donneur compatible, il faut que la famille accepte, il faut que les gens soient... Voilà, on ne prélève pas sur un cadavre, il faut que les gens soient vivants en état de mort cérébrale. Donc, c'est compliqué. Et donc, finalement, des greffes cardiaques, il s'en fait à peu près 300 en France par an. C'est déjà beaucoup. C'est très peu par rapport au nombre d'insuffisants cardiaques. Oui, il y a une liste d'attente, en fait. Oui, j'imagine, mais c'est déjà beaucoup. Ça représente 300 cas de gens qui sont compatibles et dont on a trouvé un donneur. Il y a aussi les médicaments anti-rejet qu'on doit prendre toute sa vie. Parce que quand même une greffe avec un donneur compatible, il y en a quand même des problèmes au niveau du système immunitaire. Ça lui a quand même changé sa vie, malgré le système immunitaire. Bien sûr, la greffe cardiaque sauve des vies. Et on n'a pas trouvé effectivement beaucoup mieux. Donc, pénurie de greffons parce que des insuffisants cardiaques, il y en a des dizaines, voire des centaines de milliers en France. C'est une maladie qui n'est pas très connue, l'insuffisance cardiaque, mais c'est la première cause d'hospitalisation en France, par contre, l'insuffisance cardiaque. Alors, c'est pas très très connu, il n'y a pas de grande campagne par rapport à l'infarctus, la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, pénurie de greffons. Et donc, effectivement, on s'est demandé depuis déjà longtemps comment on pouvait suppléer ce cœur déficient. Alors, le cœur artificiel, ça existe depuis longtemps, depuis les années 80. Jarvik, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Effectivement, l'assistance ventriculaire, ça existe depuis longtemps. Ça a été designé au début, c'était en attente de greffe cardiaque. C'est-à-dire, on pouvait faire attendre les gens grâce à une assistance circulatoire. Dans les années, ça a commencé en 1982. C'était pas une machine extérieure aux patients. C'est ça, les gens étaient hospitalisés avec une console extérieure qui pouvait effectivement leur permettre de vivre quelques jours, quelques semaines en attendant un greffon. C'est comme l'assistance rénale aussi. En fait, ça apportait de l'oxygène au sang de manière externe. Non, simplement c'était une pompe. C'est une pompe, qui fait tourner le truc. La pompe, effectivement, avec des matériaux biocompatibles, avec des systèmes d'anticoagulants, avec une source d'énergie fiable, avec très compliqué. Après, il y a des systèmes qui sont semi-autonomes, c'est-à-dire que les gens qui ont une insuffisance cardiaque sévère, maintenant, ce qu'on appelle les systèmes semi-autonomes, c'est-à-dire des assistances monoventriculaires. C'est-à-dire que c'est une petite pompe que vous portez, qui est reliée effectivement au cœur, qui est greffée au cœur, que vous mettez sous vos vêtements. Donc il y a différents systèmes avec des turbines, avec une batterie externe que vous portez comme un sac en bandoulière. Et ça, les gens peuvent vivre quelques mois, quelques années. Et ça, c'est toujours en attente d'une greffe. C'est pas du définitif, si vous voulez. Bien sûr. Donc l'idée du professeur Carpentier, l'idée de Carmat, c'était le cœur artificiel total. C'est-à-dire qu'en fait, on remplace le greffon par quelque chose qui est intrathoracique et qui est définitif. C'est ça la nouveauté de Carmat. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de définitif et d'intrathoracique complètement. Comme une prothèse de hanche que vous ne voyez pas et qui remplace définitivement votre organe. Et ça, c'est le rêve. C'est le rêve. Des matériaux biocompatibles pour éviter le. Voilà, il est fait en matériaux biocompatibles. Alors le problème, effectivement, plusieurs problèmes. Déjà, il n'y a eu que 10 patients de greffés par Carmat. Ça date quand même de 2013. Ça fait déjà 5 ans le premier patient.
Mais c'est toujours d'actualité, je veux dire. Oui, Ils oui. Ils sont continuent à toujours bosser. en Moi, phase Je sais d'expérimentation. qu'il y a 6 patients actuellement, non, qui Ils en sont au 10e. au Dixième 10e, d'accord. patient. Mais alors, le problème de Carmat, c'est que comme c'est une société cotée en bourse, il n'y a pas beaucoup de communication parce que les résultats ne sont pas excellentissimes. C'est-à-dire qu'il y a, pour les 10 patients, tous les premiers sont morts. Ouais, ouais. Ils Ils sont ont morts. tenu un mois. Ou... Ils sont morts pas forcément. Alors, le premier est mort, je ne vais pas dire de bêtises, je crois, d'un problème mécanique de la prothèse. Ah. Les autres ont dû décéder des conséquences de leur maladie Il n'y a cardiaque. pas eu un moment des drivers électroniques, je crois, aussi, du moteur, enfin de la pompe, il y avait aussi des soucis. Je sais plus si c'est du soft ou du... Alors, le premier mort n'est pas mort des conséquences de sa maladie, indirectement si, mais il n'est pas mort d'une insuffisance rénale ou d'une insuffisance respiratoire liée à sa problème cardiaque. Il est mort d'une défaillance de la pompe. Voilà. Donc, mais bon, on s'attendait pas à ce que ça marche du premier coup. Et donc, voilà, donc ils en sont au numéro 10. Beaucoup sont morts, mais ne sont pas morts liés au cœur défaillant. C'est qu'il faut bien comprendre que quand on a un cœur défaillant, les autres organes sont souvent défaillants aussi. Donc, les reins sont défaillants notamment. Et donc, c'est des gens extrêmement fragiles. Donc, ils peuvent mourir d'infection, ils peuvent mourir d'insuffisance rénale, ils peuvent mourir d'autres choses. Voilà. Donc, surtout quand on traîne une insuffisance cardiaque depuis des années, l'organisme se détériore petit à petit. Donc, ils en sont au numéro 10. Là, il y a un patient qui a été sauvé par Carmat. Alors, c'est pas exactement dans le design de l'étude. Il a été sauvé parce qu'il a pu être greffé. C'est ça. Donc, Carmat lui a permis d'attendre, mais c'est pas pour ça. Alors, l'action a fait un bond. Alors, à tort ou à raison, je ne sais pas. L'action a fait un bond. Les gens, parce que, mais en fait, c'est pas. Il a été sauvé, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'était pas le but. Donc, c'est encore. Les agences de sanitaires regardent ça de très près. Ils ont eu l'autorisation de continuer. Ils n'ont pas le marquage CE, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de l'implanter. En fait, Carmatin, c'est vraiment de l'expérimental. Ils ont des autorisations au coup par coup. On vous donne l'autorisation pour 4 patients, on vous donne l'autorisation pour 5 patients, avec des critères très stricts. Voilà, donc on en est là. Mais ça, le marquage CE, on pourrait en reparler, parce qu'il y a eu des gros scandales récents dans les histoires de validation de produits médicaux et de prothèses qui ont obtenu le marquage CE de manière un peu... Alors bon, il y a un gros enjeu de santé publique. Moi, j'espère que ça pourra marcher un jour pour nos patients insuffisants cardiaques, pour lequel... Il y a, autant dire, pour des centaines de milliers d'insuffisants cardiaques, 300 greffons, on ne sait rien. Donc ça veut dire qu'on greffe des jeunes, en fait. Globalement, si vous avez plus de 40 ans, vous avez... peu de chance d'avoir un greffon. Ouais, on va dire plus de 50 ans, quoi. Plus de chance d'avoir un greffon. Il suffit que vous ayez une autre maladie par ailleurs, c'est bon, on va faire passer quelqu'un devant vous qui n'a pas cette autre maladie, ce qui est logique. Donc c'est très peu, c'est pas une thérapeutique, ça reste une thérapeutique d'exception, mais qui marche bien par ailleurs. Et donc j'espère que Carmat va pouvoir... mais la route semble encore longue. Est-ce que c'est les seuls dans le monde à développer des cœurs artificiels ? Il n'y a pas de concurrence ? Oui. Ah ouais. Il y a des assistances monoventriculaires avec une marque américaine qui s'appelle HeartMate, donc le 1, le 2 avec des systèmes de pompes pulsatiles, qui permettent aux gens de tenir des années comme ça avec une insuffisance cardiaque, mais ça reste un système lourd avec des batteries extrêmes, comme j'expliquais tout à l'heure, et une pompe effectivement qui est là apparente sous la peau, enfin qui est apparente, qui est au niveau du ventre. Voilà. Et donc, avec des tuyaux qui sont branchés sur le cœur. Et ces gens-là peuvent avoir une petite autonomie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas cloués à l'hôpital. Ils peuvent bouger quelques heures en dehors de chez eux. Après, il faut recharger les batteries. Il faut quand même... Voilà, c'est pas une vie normale. Ils n'ont pas une vie normale. Ces gens-là survivent, mais ils sont toujours en vie malgré tout. Et ça permet ensuite de les greffer. C'est une attente, en fait. Tous ces systèmes-là sont des systèmes d'attente. Et Carmat, voilà... Le Carmat, c'est le cœur artificiel total en matériau biocompatible. Il n'y a pas de rejet parce que c'est du matériel biocompatible aussi. Bon, et refaire pousser des cœurs avec des cellules souches. Pousser des cœurs, non. Des cœurs ou d'autres. Réparer des cœurs. Il y a l'impression 3D aussi avec des matériaux biocompatibles. Mais ça, excusez-moi, Tu vas trop vite, Posti. Oui, il y a eu des cellules souches. Les gens, alors ça, ça a été bien testé en post-infarctus. C'est-à-dire que les gens, comme je vous expliquais, un infarctus, l'artère se bouche, vous n'avez plus de muscle. À la place du muscle, vous avez de la cicatrice. Et donc, est-ce qu'on peut remettre du muscle là où il n'y en a plus ? Et avec des cellules souches. Oui, donc ça s'était testé, ça a été prometteur, mais ça reste une thérapeutique qui n'est pas... ça reste un peu de l'expérimental. Ouais, c'est de la reconstruction cardiaque, quoi. En fait, on met des cellules souches qui se redifférencient pour refaire du muscle cardiaque. Mais les résultats, ça reste une thérapeutique expérimentale. C'est pas de la routine pour le cardiologue de base comme moi. J'ai pas accès à ce genre de choses, et personne n'a accès à ce genre de choses, à part quelques patients sélectionnés en CHU avec un professeur qui fait une recherche là-dessus. Ça marche, mais on ne sait pas tellement comment l'appliquer en pratique pour une grande série.
Comment ça se passe alors le passage? Parce que pareil, tu vois, tous les pacemakers que tu nous as présentés, à l'origine c'était pareil, c'était des prototypes avec des patients tests, etc., etc. Comment est-ce qu'on passe du prototypage, de l'expérimentation à la thérapie alors ça marche, on sait que ça marche depuis longtemps, mais jusqu'à la certification. Ouais. Alors le premier patient qui on a stimulé le cœur en thérapeutique, donc je pense que c'était alors si je me trompe pas, je pense que c'était en 46, sauf qu'effectivement le type avait une armoire à côté de lui. Voilà, pour stimuler son cœur. Et ensuite, les premiers systèmes implantables, ça a commencé fin des années 60, début des années 70. Comment on passe? Pareil, avec les voies de certification habituelles. De toute façon, des boîtes de pacemaker, il y en avait des dizaines et des dizaines dans le monde. Chacun faisait son petit pacemaker dans son coin. Et puis maintenant, tout ça s'est aggloméré, ça a été racheté. Et maintenant, il n'y a plus que 5 grosses marques dans le monde. Et il paraît qu'il y a des marques russes et chinoises qui ne sont pas commercialisées en France, que je ne connais pas, mais il paraît qu'il vaut mieux pas les avoir. Ouais, Soi-disant. Après, c'est les vendeurs de pacemakers ici qui me disent ça. Ouais, bien sûr. C'est peut-être pas vrai. Globalement, en France, il y a 5 marques de commercialisées, 3 américaines, une allemande et une qui était franco-italienne et qui est maintenant chinoise. Voilà. Donc il reste une marque européenne, en fait, globalement, qui est une marque allemande. Sinon, c'est du chinois ou de l'Amérique. Enfin, une marque chinoise, mais avec de la R&D française, et 3 marques américaines. Et donc Carmat, c'est quand même un projet français à la base. Carmat, c'est totalement français, bien sûr. Ça serait bien que ça réussisse. On est à la pointe. on est à la pointe. Oui, bien sûr, mais Carmat, c'est un projet. Mais ça fait, en 5 crois, ans. Toi, Olivier, ou t'as des doutes? J'y crois. J'espère, j'aimerais bien, mais je suis pas très optimiste sur Carmat parce que ça fait déjà 5 ans. En 5 ans, on a greffé 10 patients, dont probablement 8 sont morts. C'est lent. C'est lent. Mais le système est complexe, c'est forcément un système complexe. Et donc tout ce qui est complexe met du temps à se développer et mettra prendre du temps à être tombé dans le grand public parce qu'il y a forcément un suivi particulier. Parce qu'en plus, il faut bien comprendre que Carmat n'est compatible qu'avec 65% de la population. Ah bon? Pourquoi? À cause de son volume. Ah oui, il faut avoir un volume thoracique suffisant. Ouais, il faut, et voilà, donc c'est 80% des hommes, je crois, et 60% des femmes. Parce que Carmat fait 900 grammes. Et j'en ai jamais vu, mais c'est assez volumineux a priori. Donc il faut qu'il rentre dans une cage thoracique suffisamment large. Un cœur normal fait environ 300 grammes. Donc ça fait 3 fois le poids. C'est pas tellement le poids, c'est le volume en fait. Je peux pas m'empêcher de raconter une anecdote. J'avais une dizaine d'années et je lis dans le journal qu'un certain professeur Barnard avait fait la première greffe de cœur à partir d'un cœur de babouin sur un être humain. Et je vous laisse philosopher là-dessus. Je me suis demandé, moi, de haut de mes 10 ans, mais il y a combien de babouins sur Terre par rapport aux humains pour qu'on se déclare apte à sortir de sa cage un pauvre babouin, lui piquer son cœur et le foutre. Ça avait pas dû très bien marcher. Et le paradoxe de post-carbone était né. C'est d'un autre côté, c'était passionnant. Je me suis dit, mais merde, ce mec, il ose faire ça, quoi. Il ose greffer. Et le gars avait tenu, je crois, si je me souviens bien dans l'article, il avait tenu 8 jours, je crois. Un truc comme ça. Enfin, je sais plus, je crois que c'est un néo-zélandais, Bartman. Oui, bien sûr. On peut venir 8 jours avec un cœur de babouin? Ouais. Et à l'époque, le gars n'avait pas les médicaments anti-rejet. Je pense qu'il y avait une équipe médicale autour. Oui, qui a activé le cœur du babouin à côté. Mais parce qu'on découvrait le fait qu'on pouvait rejeter par le système immunitaire. Ouais. Tu sais qu'on y a vu plus clair avec le sida, avec le professeur, le VIH, etc. On a commencé à mieux comprendre le système immunitaire. Je parle sous ton contrôle. Je dis peut-être des fois des bêtises parce que je suis pas médecin. Mais en tout cas, voilà, à l'époque, lui, il était allé à la, on va dire, au pif, au culot, et il avait découpé le truc sur le babouin vivant, et puis il l'avait mis sur un gars qui avait besoin d'un greffon, quoi. Voilà. Et bon, enfin bref, je vous laisse philosopher là-dessus. Alors, on se sert de matériel animal en cardiologie. Les prothèses, quand on a une valve défectueuse. On remplace les valves soit par des prothèses mécaniques, soit par des prothèses biologiques qui sont en fait faites à partir de péricarde. Le péricarde, c'est la membrane qui entoure le cœur, qui sépare le cœur des plèvres, si vous voulez, dans le cœur. Donc c'est fait à partir de péricarde de porc. Oui. Le porc étant le plus proche génétiquement de l'homme. Mais a priori. justement, surtout au niveau du système cardio-pulmonaire, le porc est très proche de l'homme. Mais alors justement, on commence à faire des porcs génétiquement modifiés pour améliorer la biocompatibilité. Là, je vous laisse deviner ce qu'on va faire. Ça pourrait être une autre solution, un plan B par rapport au beau moteur Carmat. Et la bioprothèse fait à partir de péricarde de porc, ça marche très bien. Wow. Parce que l'inconvénient, on pourrait dire, on met les prothèses mécaniques à tout le monde. Pourquoi
parce que la bioprothèse, les gens ne sont pas obligés de prendre des anticoagulants. Donc, ils sont obligés de prendre des anti-rejet quand même. Parce que... Non, même pas. Le corps est dit. C'est traité. C'est pas, on ne prend pas le péricarde de porc pour le coller sur la prothèse. Il est traité. Mais enfin, le tissu de base, c'est ça. Et effectivement, alors que les prothèses mécaniques, les gens sont obligés de prendre des traitements anticoagulants assez forts. Bien sûr, c'est du métal et du carbone. Donc, ça, le sang coagule au contact de tout corps étranger. Et donc, je suis obligé de prendre des traitements anticoagulants assez forts et assez contraignants à vie. C'est dingue. Ouais, mais ça fait réfléchir quand même ce pauvre porc qu'on va lui piquer son corps. Et après, on fait, avec le reste, on fait un bon steak. On le fait pas pour ça. On fait des jambons. Celui dont tu as mangé les travers, on lui prend aussi son cœur. Ok, bon, je me tais à tout. D'ailleurs, je vous recommande la vision du film Okja, qui est sur Netflix, qui est film du coréen, dont j'ai oublié le nom à l'instant. Et c'était très bien. Non, c'est Bong Joon-ho, je crois. Bong Joon-ho. Et c'est très très bien. Et donc, ça raconte l'histoire d'un porc assez exceptionnel à qui il va arriver une aventure exceptionnelle. J'ai adoré ce film, j'ai beaucoup pleuré. Tu me fais peur. C'est sur Netflix uniquement, ça n'est pas sorti au cinéma puisque Netflix a acheté le film et l'a diffusé uniquement sur sa plateforme. Voilà. Et on regrette, il y a eu à cette époque d'ailleurs une polémique parce qu'ils voulaient passer le film dans certaines salles, dont le Max Linder que je connais bien. Et les syndicats de cinéma, de distributeurs, etc. ont mis tellement de pression sur les exploitants qui osaient passer un film Netflix en dehors du circuit traditionnel que la plupart ont abandonné. Je crois qu'il y a seul le Méliès de Montreuil où le type est un indépendant farouche et il en a rien à foutre des majors il a osé le passer, mais le Max Linder a reculé devant le risque de se retrouver boycotté par les distributeurs, parce que quand on a une salle unique à Paris et qu'on essaye de passer outre la distribution traditionnelle, on peut se faire gravement taper sur les doigts. C'était la petite parenthèse sur Okja, qui est donc un film que je vous recommande. Mais la médecine est très représentée aussi dans tout ce qui est la fiction, etc. Il y a beaucoup de séries qui en parlent. Moi, celle que je connais le mieux et qui, d'après mes amis qui font de la médecine, est la plus représentative, c'est Scrubs. Je sais pas si... je connais pas. Je suis trop vieux, moi je suis resté à Urgence. Non, mais je sais pas, c'est pas si jeune que ça. Je crois que ça s'est fini en 2005. Ça a quelques années. C'est comme ça, je me suis intéressée à tout ce qui est les histoires de greffe et de technologie, parce qu'il y a des sujets, certains épisodes parlent. C'est rarement crédible. Moi qui suis un petit peu dans le truc, c'est rarement crédible. Un minimum. Grey's Anatomy, par exemple, c'est pas trop crédible. Mais Grey's Anatomy, c'est des histoires de cœur, pour le coup, métaphoriques. C'est pour ça que ça m'a pas plu, un peu. C'est pas assez sentimental. Doctor House, c'est rigolo, mais c'est pas trop, voilà. Urgence, par contre, c'était Michael Crichton, qui avait été médecin à la base, qui scénarisait les premiers, en tout cas, et qui s'était impliqué dans la production de la série. Michael Crichton a été médecin. Il était médecin, Michael Crichton. Et donc... et malheureusement, il est décédé. Oui. Assez jeune. Assez jeune. Et donc, Urgence, ça me paraissait... Urgence, il voyait en un épisode ce que moi, je voyais en 30 ans de toujours. mais par contre, c'était crédible et à 100%. Peut-être si un jour, tu sais pas quoi faire de ton samedi après-midi, à Scrubs, on m'a dit que c'était assez... Scrubs, je ne connais pas. C'était assez... Mais Urgence, tu restes fan, je pense. J'ai pas vu depuis longtemps, mais ça a du mal vieillir, mais peut-être... Oui, ça s'est arrêté il y a quelques années, même s'il y a eu beaucoup de saisons. Ça a arrêté il y a Michael Crichton, on rappelle, c'est le créateur de nombreuses... scénarios et films dont Jurassic Park. Jurassic Park pour le scénario, pour l'histoire, mais il a fait Monde Ouest à l'origine, qui est devenu Westworld, la série récente, mais qui est réadaptée de Westworld, Monde Ouest en français, des années 70. Avec Yul Brynner. Oui, Coma, La Grande Attaque du Train d'Or. Harcèlement, paradoxalement. Ouais. Avec Demi Moore et Michael Douglas. Plein de grands Alors son films. premier roman est un roman exceptionnel qui est pas très connu, qui s'appelle La Variété Andromède. C'est un roman exceptionnel qui parle de biologie et de biochimie. Mais si vous vous intéressez à ça, c'est vraiment un super roman. Lisez du Michael Crichton. Il a écrit des trucs qui sont moins bien. Ouais, mais dans l'ensemble, c'est toujours assez efficace. Congo, c'était pas bien. Ouais, moi j'avais bien aimé pourtant. Et Next, c'était vraiment pas bien non plus. Non, c'était la fin, ça. C'était la fin, il était fatigué peut-être. Il était très fatigué. Aussi. J'ai juste un petit truc à dire, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Regardez l'histoire que j'aime beaucoup aussi. Comme on parle, Karmat, c'est quand même l'aventure d'un Français avec Lagardère, etc. Moi, il y a un gars qui a monté une start-up qui maintenant est devenue une grosse boîte, qui s'appelle MedTech.
Donc MedTech, c'est des bras robotisés, notamment pour faire de la neurochirurgie. Et donc l'idée, c'est d'aller introduire une aiguille avec une précision angulaire phénoménale pour aller chercher la tumeur et en évitant les endroits du cerveau qu'on veut pas abîmer. Et le gars s'appelle Bertin Nahum. Et alors, il a fait un truc que je connais bien parce que c'est un mélange de technologie robotique et aussi de captation de mouvements ultra précise. Alors, en gros, quand le patient arrive, on fait une cartographie de son crâne. Et après, donc par de la télémétrie, par des tas d'algorithmes qu'on appelle des algorithmes de, zut, ça me reviendra, mais en tout cas de précision de positionnement au micron près, quoi. Et après, il y a toute cette problématique de la robotique et d'encodeurs que je connais bien parce que dans les caméras de trucage, notamment sur les plateaux télé, on fait appel à des encodeurs hyper précis pour caler du virtuel par rapport aux images réelles. Et ben, il est allé chercher toutes ces technologies, il les a agrégées dans sa start-up MedTech. Aujourd'hui, ça a été racheté par, je crois, General Electric, tu dois connaître mieux que moi, et c'est devenu maintenant une aide hallucinante pour les neurochirurgiens. Ils peuvent plus s'en passer. C'est quand même des bras qui coûtent hyper cher, qui coûtent plus de 2 millions d'euros pièce, mais une paille. C'est une paille parce qu'en fait après tu peux faire un nombre d'interventions pendant X années et surtout pour la première fois les mecs ils flippent plus à introduire dans la bonne direction l'aiguille pour aller chercher la tumeur très profond au centre du cerveau, quoi. Voilà, et c'est pour dire que allez, on a encore plein de trucs à faire en Tous ces France. matériels On a des paraissent bons onéreux ingénieurs. ne le sont pas forcément au final. Puisqu'il faut les relier par une intervention qui avec moins de complications, c'est moins de jours d'hospitalisation. Absolument. En fait, c'est un investissement pour après gagner de l'argent. Donc, voilà, tous ces matériels qui paraissent très onéreux ne le sont. C'est assez difficile à évaluer au final. Des patients qui rentrent chez eux plus rapidement, etc. Bien entendu. Et moi, ce que j'adore, c'est que là où on a encore des trucs à raconter en France, c'est qu'il faut être très très pluridisciplinaire. D'ailleurs, le cœur Carmat, c'est pareil. Il faut maîtriser la biocompatibilité, les moteurs, la robotique, les firmware à l'intérieur, la gestion des batteries, et tous les tests, etc. Et c'est quoi de mieux qu'on a dans ce pays des experts pluridisciplinaires, c'est génial. C'est un peu ton cas, Olivier. T'es un peu électricien, plombier, médecin, cardiologue. Moi, je fais pas la plomberie, justement. Tu fais pas la plomberie à la maison ? Non. En fait, les gens qui s'occupent de ça, comme moi, de stimulation, généralement font rarement des coronarographies. Voilà, c'est vraiment deux domaines. Parce qu'en fait, pour être bon dans un domaine, on peut pas faire beaucoup, on peut pas tout Mais est-ce que tu implantes des stimulateurs cardiaques à toute ta famille pour être sûr, pour être tranquille? Ils n'en ont pas eu besoin. Mais... Pour Noël, au pied du sapin. Ils n'en ont pas eu besoin, mais pacemaker. Soigner sa famille, c'est pas... Non, c'est pas terrible. Déjà, je soigne mon meilleur ami et c'est un gros boulot. Et en fait, le truc, je le soigne mal parce qu'en fait, quand il a besoin d'un truc, il me dit viens prendre l'apéro et tu me fais une ordonnance en même temps. Et du coup, il est mal soigné, mais il veut pas changer, mais il est mal soigné. Je suis convaincu qu'il est. Et donc, s'il nous écoute, il se reconnaîtra. Il est très mal soigné. Mais je peux pas le laisser tomber, sinon il verrait personne. Il y a des gens comme ça. Il faut qu'ils soient en confiance pour aller se faire soigner. Un pacemaker Ricard. Ouais. Un Ricard et un pacemaker. Allez, vite fait. C'est ça. Bon, bah en tout cas, ça donne pas mal de perspectives d'avenir. Donc, on a fait qu'effleurer le sujet. Il y a beaucoup à dire. Après, voilà. L'intelligence artificielle en médecine, c'est un domaine qui se développe beaucoup. Voilà, on pourra pu parler aussi effectivement des systèmes de surveillance à domicile. Il y a beaucoup de startups en ce moment qui se montent, notamment pour les insuffisants cardiaques. L'insuffisance cardiaque, c'est une maladie chronique où les gens sont hospitalisés très souvent en fait, et ça a un coût de santé publique monstrueux. Et donc il y a beaucoup de startups qui se montent de télésurveillance à la maison où les gens ont une tablette, un tensiomètre et une balance connectée. Ils vont se peser tous les jours. S'ils prennent du poids, c'est qu'ils font de la rétention d'eau, c'est que leur maladie se déstabilise. S'ils ont une tension élevée, c'est pas bon non plus. Ils vont rentrer leurs paramètres biologiques sur une tablette. Tout ça, c'est mouliné par un algorithme. Et si l'algorithme pense qu'on a une situation déstabilisée, il va prévenir le médecin, qui peut intervenir en changeant le traitement à domicile pour éviter une hospitalisation en amont. Voilà. Donc ça, c'est une piste effectivement pour le suivi de l'insuffisance cardiaque, le traitement de l'insuffisance cardiaque, et ça existe depuis quelques années, ça se développe, et il y a la Sécu donne des sous pour ça. Donne beaucoup de sous, voilà. Donc pour le maintien aussi à domicile voilà, des gens, voilà. ça coûte Je suis moins pas cher. dans ce truc-là, mais j'ai quelques contacts qui font ça et ça marche bien et c'est vraiment assez prometteur. On divise par 2 le nombre d'hospitalisations. Même quand ils sont hospitalisés, ils restent moins longtemps que les insuffisants cardiaques classiques. Voilà, donc ça, c'est... Voilà. Et j'ai une histoire marrante dans la Silicon Valley. Il y a une petite start-up qui est en train de faire un système où on peut se scanner soi-même avec des ultrasons. On peut se faire ses
échographies soi-même. Ouais. Et alors le gars de la start-up, il va voir son pote qui est médecin, et pour s'amuser, il se regarde un peu, et ben il s'est trouvé une tumeur. Ah, c'est pas drôle. Non, mais c'est quand même. Voilà, Bon, il mais alors, regardait justement, sur son les- écran je me d'iPhone, souviens que- il faisait comme ça en fait, et puis il a vu sa tumeur et d'urgence, il est allé la soigner. Je me souviens d'ailleurs que quand mon épouse était enceinte, l'échographe nous disait il faut pas trop jouer avec l'échographie. Parce que c'est pas anodin de balancer des ultrasons dans le Pour le corps. bébé. Alors, Pour le bébé, mais notamment, même peut-être notamment pour le bébé. Ouais. peut-être Pour au le niveau bébé. cardiaque aussi. Alors, au niveau cardiaque, j'ai rien vu passer là-dessus. Moi, je fais des échographies cardiaques, effectivement, très souvent. Non, je pense que c'est plus délétère pour le fœtus, en fait. Pour les adultes, mais Non, ça va. il n'y a rien de prouvé, a priori. D'accord. Bon, on peut se faire ses propres échos. Vous prenez plus c'est bon. de rayons X en Ah ouais. prenant l'avion Ça, c'est sûr. qu'en faisant... voilà. Donc, C'est vrai que les hôtesses de l'air font plus de cancers, notamment Oui. des cancers Oui, oui. mammaires. que On a le reste de la des population. statistiques maintenant. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y Parce a un qu'elles sont biais. beaucoup plus exposées, effectivement. Ouais. bah oui, elles sont- D'ailleurs, c'est un des problèmes pour le voyage sur Mars. On sait pas. bah oui, pour les voyages spatiaux en général, C'est même sûr, quand ils sont en on veut, orbite. on veut aller sur Mars, mais les pauvres. Faudrait ont- déjà qu'on y ont arrive pas un en cancer, un seul morceau. En plus, Ouais. le seul moyen de s'isoler du rayonnement cosmique, c'est de se faire une fusée en plomb. C'est Mais ça. c'est un peu plus dur Ça, pour le lancement. Sacrée Ça pèse épaisseur un de peu plomb. lourd, ouais, ça. Ouais. Voilà, donc oui, il y a beaucoup à dire. Et puis, il y a une corporation qui se fait un peu du souci, ce sont les radiologues aussi. Ouais, avec Parce que l'IA. les radiologues, alors tous les radiologues qui font de l'interventionnel aussi, mais le radiologue n'est pas simplement un interpréteur d'images, c'est lui qui génère aussi des images, mais on sait que par exemple une IA, pour le cancer du sein, la mammographie, c'est un examen qui est assez délicat à interpréter, voir des petites tumeurs, et l'IA fait beaucoup mieux que le radiologue à ce niveau-là. C'est-à-dire que bientôt, on va avoir une pression des gens qui vont préférer une IA que presque un être humain pour analyser leur dossier. Mais après, les gens qui disent que les radiologues n'existeront plus, je n'y crois pas un instant. Vous voulez pas Ça que- va vous voulez évoluer. pas- vous voulez pas qu'une IA vous annonce monsieur vous avez un cancer du sein ou madame vous avez un cancer du sein, ça existe chez l'homme Une aussi. petite Madame note. vous avez un cancer du sein, vous préférez que ce soit un médecin qui a intégré le reste de votre dossier et qui vous prenne à part dans une petite pièce pour vous l'expliquer. Donc voilà, mais dans tout cas effectivement la machine fait mieux que l'homme. Juste pour repérer, pas pour Juste forcément pour traiter, pour se faire un traiter, suivi. les radiologues ce sont les gens qui traitent dans peu de cas, ils font Oui. de l'imagerie. Enfin, Mais c'est vrai que c'est un métier qui, à mon avis, ne disparaîtra pas, mais qui est amené à évoluer de façon drastique. Ah, on n'a pas abordé, c'est un des fantasmes techniques, mais la téléopération. C'est-à-dire, en gros, il y a un expert quelque part à Toulouse, qui est expert du ventricule gauche, que sais-je, et qui tout d'un coup s'amuse à téléopérer à distance, avec maintenant tous ces réseaux fibre optique, etc. Oui, c'était fait ça. Oui, je sais. Voilà. Mais est-ce que c'est quelque chose qui maintenant passe dans les mœurs, ou est-ce que c'est toujours du domaine du Dans concept les mœurs, certainement pas. Ah, C'était bon. fait, c'est possible. Après, téléopérer, c'est bien. Gérer une complication sur la table, il y a toujours de l'humain derrière. C'est ça. C'est quand vous n'avez pas envie que votre chirurgien soit à 500 km. Vous avez envie que s'il y a une complication, il soit au pied de votre lit et qu'il puisse la gérer. C'est clair. Donc, techniquement, c'est possible, mais on en revient toujours au facteur. Il y a comme dans la médecine, il y a bien sûr le facteur technologique qui prend plus de part. Et il y a le facteur confiance, il y a le facteur humain, il y a le facteur peur. Et tout ça, ça reste de notre domaine quand même, malgré tout. Et voilà. Bah, Donc, bien faut ramener tout ça à l'humain Bien au sûr. final. Bon, en tout cas, on aura appris plein de choses Ah oui. sur, Ah oui, c'était absolument passionnant. sur les techniques Superbe. cardiaques. On remercie beaucoup. Je regrette pas d'avoir fait du lobbying pendant 2 ans. Pour Non, mais tu sais quoi, Oui. faudra que tu reviennes, Olivier. Ah bah oui, qu'on reparle de ça dans 2 ans. Je pense que les choses Je peux évoluent dire très juste très un petit vite. truc avant de partir. Bien sûr, évidemment. Vous savez comment j'ai réussi à venir quand même. Ça fait 2 ans que j'envoie des messages, David, si tu fais une ATG médicale, il faut que j'aimerais bien venir parler, etc. Ouais, bien sûr. Et un jour, je lui dis, bon, ça a l'air trop compliqué pour vous, je pense que tu m'inviteras jamais. Et là, il m'a dit, bon, tu viens quand tu veux. Non mais Bon, bah, alors, c'est bien. à savoir que la façon dont les sujets d'ATG sont gérés, c'est un peu empirique, hein, Ludmilla. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, ah tiens, il y a ça, ah oui tiens, et puis c'est le premier qui pointe sa tête qui a la chance. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, quand on n'habite pas à côté de là où je vis, c'est-à-dire soit Compiègne, soit Paris 10e dans le secteur, c'est plus difficile de rencontrer les gens. Mais attends, Olivier, il a fait un effort de prendre un TGV Ouais, c'est qui gentil. était en retard. Hein, on salue les amis de la SNCF, C'est hein, hyper sur lequel sympa. je Les patients râle qui tous ont les jours. accepté que je décale leur Voilà, consulte, les moi, je leur ai pas patients. laissé le choix de mettre. Et puis moi, je le prends dès que je vais avoir des problèmes. Je problème suis sur cardiaque, sur hein. Lyon. donc, Ouais, ça, c'est pas grave. Mais tu aurais peut-être Herbie comme client.
Bah, Mais on lui souhaite pas. On lui souhaite pas, quand même, pauvre Herbie. Hein, on salue Herbie, mais on lui souhaite pas. Ouais, non, mais évidemment. Bon, mais en tout cas, moi, ça fait partie de la curiosité générale qu'on a autour de la TG. C'est sûr que quand on voit ces petites merveilles, alors, je vous ai pris des photos que je mettrai en ligne, évidemment, mais quand on voit ces pacemakers, ces défibrillateurs internes, toutes ces technologies qui ont permis non seulement de sauver des millions de gens, et surtout permettre aux gens de vivre normalement malgré une pathologie cardiaque compliquée, c'est assez formidable. Moi, et je remercie beaucoup encore une fois Olivier d'être venu nous en parler, parce merci que de votre invitation. ça me fait très plaisir de voir ça et de constater que malgré tous les soucis, tous les jours, tous les problèmes au quotidien, les petites tracasseries, l'humain est capable de faire des choses quand même assez formidables. Imposti, ça, tu as foi en ça. Bah, il faut garder foi avec tout. On est dans une époque un peu bizarre, avec il va y avoir il y a de l'effrayant et puis il y a du passionnant, et donc voilà, tout ça se mêle. Et heureusement qu'il y a des personnes comme lui qui font des choses qui aident beaucoup, et donc c'est utile. Lui et tous les chercheurs derrière Il y a nombreuses beaucoup sociétés. de grosses industries derrière. Une grosse Oui, industrie. alors il y a du fric évidemment. Bon, voilà, un ATG Express numéro 3 déjà bouclé. Moi, j'adore ce format. Je le Bah trouve ouais, c'est rapide, je le trouve pratique, je le c'est trouve vrai. agréable. C'est limite France Info. Hein. C'est presque France Info, mais enfin bon, un peu plus long quand même. Donc, quand j'ai dit aux gens, je fais des interviews courtes. Ah ouais, 10 minutes, 15 minutes Non, 1 heure. Mais Ah ouais, c'est t'imagines 10 court, minutes ça. pour parler C'est court. du corps artificiel, Ah non, impossible. En 10 minutes, tu dis impossible. rien Ah, sur on le n'a corps pas parlé du artificiel. corps artificiel, on a parlé de Plein de choses. toutes ces technologies. Merci Un tout grand le monde. merci, oui, vraiment. Merci, c'est merci à très, vous. très Et je intéressant. vous dis à très bientôt pour probablement un prochain ATG Express. Ça revient comme le coucou, ça revient vite fait. Et puis on va essayer de publier les autres épisodes d'ATG Ah ouais, Casimir normaux. quand même. Bah ouais, on a Casimir. Tous mes on a- copains qui me demandent Casimir. C'est ça, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et le Tipeee, n'oubliez pas le Tipeee. Allez, ciao tout le monde. Ciao.